Idiot, abruti, imbécile, crétin, débile. Autant de sobriquets, souvent psychophobes, pour définir les tenants des théories du complot. Ceux qu'on appelle complotistes seraient donc des personnes dénuées d'intelligence qui se laisseraient duper par des croyances farfelues. Cependant, comme souvent, la réalité est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, il faut différencier complot et théorie du complot, car les complots existent. Des Panama Papers au Council for Tobacco Research, ces complots étaient bien réels et ont été mis à jour par des personnes qu'on nomme aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Les théories du complot, à l'inverse, sont des tentatives pour expliquer des événements réels par l'idée d'une machination orchestrée par des individus puissants, sans pour autant avoir de preuves réelles de ce complot. Le conspirationnisme constitue alors un mode erroné d'interprétation du sens de l'histoire. La différence entre complot et conspirationnisme peut s'exprimer ainsi. Les complots existent, le complot n'existe pas. Le conspirationnisme devient alors un mythe politique, un récit légendaire qui explique et fournit des clés pour comprendre le présent. Grâce aux théories du complot, les tenants ont l'impression de constituer une grille où le chaos des événements semble trouver une explication. La rhétorique conspirationniste propose d'expliquer la marche universelle du monde au travers d'une succession de complots supposés de la part de dirigeants occultes. Rien n'arrive par hasard. Petit complot ou grande conspiration, tout est lié. Cette rhétorique flatte les tenants, car en se donnant le rôle de lanceur d'alerte, le conspirationniste se dit qu'il ne croit pas tout ce qu'on lui dit, qu'il voit la vérité cachée là où les autres ne sont que des moutons, et en révélant ses découvertes, il rend service à la collectivité. On observe d'ailleurs que le conspirationnisme ne cherche pas à convaincre mais à persuader, c'est-à-dire à obtenir l'adhésion du public en jouant sur les émotions individuelles et collectives. C'est là qu'entrent en jeu les documentaires conspirationnistes qui rendent visible la théorie par des images chocs et un flot d'arguments jouant sur l'émoi et le doute. Il est alors illusoire de penser que le simple débunkage des faits suffit à combattre la propagation de ces documentaires, car ceux-ci ne reposent pas sur un argumentaire rationnel et raisonnable. Le progrès de l'instruction semble d'ailleurs assez impuissant à lutter contre l'attrait des théories du complot, même les plus extravagantes. Car contrairement aux idées reçues, l'adhésion aux théories du complot transcende les questions de classe sociale ou de diplôme. La sensibilité au paranormal, à l'homéopathie, à l'astrologie et aux légendes urbaines est même plus forte chez les gens ayant un niveau d'études élevé. Cependant, il faut une étincelle pour que le feu prenne. Il s'agit d'un événement déclencheur factuel, un événement réel et exceptionnel qui va initier la production d'un récit alternatif au discours officiel. Historiquement, on se souviendra des théories complotistes autour de l'assassinat de Kennedy, ou encore l'attentat du 11 septembre 2001. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a elle aussi, en tant qu'événement exceptionnel, entraîné son flot de théories conspirationnistes refusant le discours officiel. La méfiance à l'égard du discours officiel provient en réalité d'une méfiance plus globale envers les institutions. D'une part, les tenants des théories du complot soupçonnent les gouvernements de contrôler certaines informations, et d'autre part, ils rejettent le monopole de la science en tant que système de croyance. Par ailleurs, comme la production de résultats scientifiques se repose en grande partie sur les institutions, la méfiance s'étend nécessairement aux organismes en charge des recherches. C'est notamment le cas de la NASA, qui est accusée d'avoir fabriqué de faux clichés par les complotistes qui nient les voyages vers la Lune. Ce récit alternatif circule alors via des canaux d'information informels, souvent les réseaux sociaux, qui sont tenus pour vrais car indépendants des médias traditionnels. Ces médias officiels étant également considérés comme soumis aux pressions politiques et à l'argent. Cependant, il ne faudrait pas oublier que ces fameux médias officiels ne sont pas non plus innocents dans la diffusion des rumeurs et des théories du complot. En outre, dans leur quête incessante du scoop, les journalistes et chaînes d'information en continu oublient parfois les précautions élémentaires de l'enquête et relayent des informations fausses, comme ce fut le cas du Nouvel Obs en septembre 2012. Aujourd'hui, le cas Seralini est devenu un exemple dans le monde sceptique de la réserve qu'il faut observer face à une information sensationnelle. Le journalisme est un exercice qui se pratique dans un temps très court, alors que le scepticisme ne peut se faire que dans un temps long. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo largement inspirée par la polémique autour du documentaire conspirationniste Hold Up
ne sort que très longtemps après. Pour fonctionner, les mythes politiques, ces récits complotistes relayés par ce genre de documentaire, doivent désigner des boucs émissaires. Ceux-ci n'existent que par la volonté des leaders conspirationnistes. Qu'il s'agisse des juifs ou des francs-maçons, ils suscitent à la fois la crainte et la fascination. Ce mythe complotiste entretient alors une rhétorique prônant l'idée d'une identité homogène propre à un groupe devant faire face à des personnes extérieures. On qualifie ce phénomène d'effet Winston-Prava, en référence aux études menées par Norbert Elias et John L. Scottson. Pour ces chercheurs, la cohésion sociale se construit grâce à l'instauration de normes communes renforcées par le contrôle social. Ainsi, on parvient à créer un « nous ». Les nouveaux arrivants, non modelés par ces normes, sont alors considérés comme des étrangers et sont donc laissés en marge de cette société homogène. Dans le cas Winston-Prava, c'est justement par la diffusion de rumeurs, de potins, de mythes que les dominants viennent à ternir l'image des nouveaux venus. Le conspirationnisme constitue alors un réflexe de repli sur soi communautaire, un mécanisme de défense et de défiance contre la société et ses institutions officielles. Que les autres se trouvent être les juifs, les migrants, les noirs, ou encore les francs-maçons, les reptiliens ou les Illuminati, cette rhétorique est loin d'être inoffensive. Elle peut même tuer, car si elle nous rassure dans notre appartenance à un groupe social, par ailleurs, elle légitime des actions violentes et des persécutions à l'encontre des boucs émissaires. La pensée conspirationniste se base d'une part sur l'attribution d'intentions cachées au phénomène étincelle afin de lui donner du sens, et, d'autre part, sur la condamnation morale des responsables du phénomène. Cette pensée ne va pas sans s'accompagner de peur, d'inquiétude, voire d'angoisse, car les professionnels du conspirationnisme prétendent connaître ce qui se trame en secret et savent jouer sur les émotions de leur public. Les documentaires conspirationnistes utilisent la peur pour capter l'attention et donnent aux spectateurs l'impression de détenir un scoop. Ainsi, ils alimentent une culture de la paranoïa qui entretient un état d'anxiété constant. Mais alors, qu'apportent ces documentaires? Que cherchent-ils à accomplir? Faire du fric, car il y a un business de la fausse dissidence et de la peur à exploiter. Et ce millefeuille argumentatif de on-dit nourrit la confusion, la peur et l'émotion chez des personnes qui sont déjà en rejet du discours officiel. Peu importe le nombre de débunkages, les convaincus ne le sont que par l'émotion et non les faits. Penser que la crédulité des adeptes du complotisme est la seule raison de leur adhésion aux théories du complot est une erreur. Ces personnes ont de bonnes raisons de croire. D'une part, la perte de confiance dans les informations officielles, qu'elles soient politiques, scientifiques ou médiatiques, et d'autre part, des causes idéologiques qui valident la théorie dans l'esprit du tenant, car elles flattent leur biais de confirmation. Et donc, lorsque vous vous moquez d'eux, la théorie conspirationniste leur sert de refuge, et vos actions deviennent toutes contre-productives, car il ne faut pas oublier que ces théories peuvent être dangereuses et mener à des drames. Alors arrêtons de traiter les conspirationnistes d'abrutis et intéressons-nous aux causes qui font que les gens sont happés par ces théories fumeuses. L'étude des phénomènes liés au conspirationnisme est très récente en sciences sociales, mais mérite néanmoins toute notre attention si nous voulons diffuser l'esprit critique et non le mépris. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai choisi de m'intéresser au conspirationnisme par le biais des sciences sociales car c'est un point de vue qui est peu abordé dans l'univers sceptique. Bien sûr, toutes les sources sont en description. Si vous souhaitez approfondir le sujet, en particulier du point de vue des sciences cognitives, je vous encourage à regarder le documentaire « Les lois de l'attraction mentale » qu'a fait la Tronchambier, qui est pour moi une référence sur le sujet. Et de mon côté, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur l'Écrit Blog.